Au milieu du XIe siècle, l'Angleterre était un royaume riche mais troublé. Terre des Anglo-Saxons, descendants des tribus germaniques dont les rois régnaient depuis des siècles, elle voyait s'assombrir de sombres nuages. Sur le trône de Londres siégeait le pieux mais faible et sans descendance Édouard le Confesseur. Son long règne touchait à sa fin et les convoitises rôdaient déjà autour du vide du pouvoir qui succéderait inévitablement à sa mort. Le trône d'Angleterre, tel un précieux trophée, attirait les souverains les plus ambitieux d'Europe. Au tout début de l'année 1166, alors qu'un brouillard glacial enveloppait Londres en janvier, le roi Édouard mourut. L'héritage du trône devint l'étincelle qui embrasa tout le continent. 3 hommes entrèrent alors en scène. Le premier était Harold Godwinson, le plus puissant noble d'Angleterre et le bras droit du défunt roi. Grand, fort et aguerri aux batailles contre les Gallois, Harold était le choix de la noblesse anglo-saxonne. Le Witenagemot, Conseil des sages, le proclama aussitôt roi. Pour les Anglais, il était l'un des leurs, le défenseur de leurs terres, de leurs traditions et de leur langue. Le couronnement d'Harold dans la toute nouvelle abbaye de Westminster fut un acte audacieux et décisif, défiant tous les autres prétendants. Le second était Guillaume, duc de Normandie. Bâtard, il régnait d'une main de fer sur son duché troublé, de l'autre côté de la Manche. Guillaume était calculateur, impitoyable et un brillant stratège. Il prétendait qu'Édouard le Confesseur, un parent éloigné, lui avait jadis promis le trône. De plus, plusieurs années auparavant, Harold Godwinson, naufragé au large des côtes normandes, avait été capturé par Guillaume et, selon le duc, avait juré sur des reliques sacrées pour appuyer ses prétentions. Pour Guillaume, le couronnement d'Harold n'était pas seulement un acte politique, mais un parjure et une insulte personnelle. Il commença à rassembler une armada sans précédent, obtenant la bénédiction du pape lui-même, qui déclara son expédition sacrée. Et il y en avait un troisième, Harald Hardrada, roi de Norvège. Guerrier légendaire, dernier des grands vikings, il combattit de la Russe à Constantinople. Ses prétentions s'appuyaient sur d'anciens traités entre les rois scandinaves et anglais. Une soif de gloire et d'or le poussa à traverser la mer du Nord. Il forma une alliance avec le frère exilé d'Harald, Tostig Godwinson, et leurs dracars se préparaient déjà à accoster sur la côte nord de l'Angleterre. L'été 1066 fut empreint d'une sombre prémonition. Une comète traversa le ciel, un événement que les chroniqueurs interprétèrent comme un présage de grands malheurs. Harold rassembla son armée sur la côte sud, scrutant l'horizon pendant des semaines, guettant l'arrivée des navires normands. Mais les vents furent défavorables à Guillaume. Sa flotte se retrouva piégée dans le port. Le premier coup porté vint du nord. En septembre, la flotte d'Harald Hardrada pénétra dans l'Humber. Les Vikings et les rebelles de Tostig mirent en déroute les milices des comtés du Nord aux portes d'York. L'ère viking semblait renaître. Informé de la situation, le roi Harold accomplit un exploit quasi impossible. En 4 jours, son armée parcourut près de 300 kilomètres, réalisant une marche sans précédent vers le nord. Le 25 septembre, à Stamford Bridge, il prit l'armée viking par surprise. La bataille fut brutale et sanglante. Les Anglo-Saxons se battirent avec une fureur désespérée, défendant leurs terres. Le soir venu, tout était fini. Harald Hardrada et Tostig gisaient morts parmi des milliers de leurs guerriers. La grande armée viking était anéantie. Harold Godwinson avait remporté une victoire éclatante. Il avait sauvé l'Angleterre. Mais le destin est un farceur.
Tandis qu'Harold célébrait sa victoire à York, les vents sur la Manche tournèrent. 3 jours seulement après la bataille de Stamford Bridge, l'armée de Guillaume de Normandie débarqua sur la côte du Sussex, à Pevensey. Le sud était sans défense. Épuisée mais toujours déterminée, l'armée d'Harold se remit en marche, cette fois vers le sud. Il hâta sa marche, sachant que chaque jour de retard permettrait aux Normands de s'implanter et de ravager ses terres. Il rejeta le conseil de ses frères d'attendre des renforts et décida d'engager le combat immédiatement. Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrèrent sur la colline qui allait entrer dans l'histoire comme le théâtre de la bataille d'Hastings. Harold occupait le sommet, formant avec ses guerriers un mur de boucliers impénétrables, une tactique qui avait assuré la victoire aux Anglo-Saxons pendant des siècles. Debout, épaule contre épaule, leurs lances et leurs célèbres haches de guerre constituaient une barrière hérissée et impénétrable. Guillaume aligna contre eux un nouveau type d'armée. Les archers s'ouvraient la marche, suivis de l'infanterie lourde, et la principale force de frappe était la cavalerie chevaleresque, des cavaliers en armure d'acier, comme l'Angleterre n'en avait jamais vu en si grand nombre. La bataille dura toute la journée. Sans cesse, les chevaliers normands chargèrent à la colline, mais leurs chevaux trébuchaient et s'écrasaient contre le mur de boucliers comme des vagues contre une falaise. On croyait les Anglo-Saxons capables de tenir bon. Mais Guillaume eut recours à une ruse. Ses chevaliers feignirent une retraite et certains hommes d'Harold, désobéissant aux ordres, rompirent les rangs et dévalèrent la colline à leur poursuite. En contrebas, sur le terrain plat, ils furent encerclés et anéantis par la cavalerie normande. Le mur de boucliers s'amincit et des brèches apparurent. Vers le soir, au coucher du soleil, une flèche perdue, tirée par un archer normand, décida de l'issue de la bataille et du destin de l'Angleterre. Elle atteignit le roi Harold à l'œil. La mort du roi démoralisa ses guerriers. Le mur de boucliers s'effondra. L'Angleterre anglo-saxonne mourut avec son dernier roi sur le champ de bataille sanglant d'Hastings. Mais la conquête ne faisait que commencer. Guillaume, surnommé le Conquérant, marcha sur Londres. Le jour de Noël 1066, il fut couronné à l'abbaye de Westminster, la même où Harold avait été couronné moins d'1 an auparavant. Mais l'Angleterre ne se soumit pas immédiatement. Le Nord se rebella à maintes reprises, et Guillaume répondit avec une brutalité glaçante, dévastant des régions entières lors de ce qui devint le sac du Nord. Guillaume bâtit un nouveau royaume sur les cendres de l'ancien. Il confisqua les terres de la noblesse anglo-saxonne et les distribua à ses barons normands. Des centaines de châteaux, symboles de la nouvelle puissance, s'élevèrent à travers le pays tels des gardiens de pierre. Le français devint la langue de la cour, du droit et de l'aristocratie, tandis que l'anglais demeurait celle du peuple. Un système féodal rigide fut instauré. L'aboutissement de ce processus fut le Domesday Book, un recensement exhaustif des terres, des populations et des biens, un inventaire grandiose du royaume conquis. La conquête normande fut bien plus qu'un simple changement de dynastie. Ce fut un bouleversement civilisationnel, un choc de 2 mondes qui transforma à jamais l'Angleterre. Elle rompit ses liens avec la Scandinavie et l'intégra pour des siècles à l'orbite politique et culturelle de l'Europe continentale. De la puissance de 1166, de la fusion de la résilience anglo-saxonne et de l'organisation normande, du mélange de 2 langues et de 2 cultures, naquit une nouvelle Angleterre, celle qui allait devenir l'une des plus grandes puissances de l'histoire. La couronne d'Angleterre, conquise lors du carnage d'Hastings,
se révéla plus lourde à porter que Guillaume ne l'avait imaginé. La victoire dans une seule bataille ne signifiait pas la conquête d'une nation entière. L'Angleterre, ancienne et fière, n'avait aucune intention de se soumettre à un duc étranger. Le sang d'Harold Godwinson était encore vif sur le champ de bataille, mais des foyers de résistance commençaient déjà à se manifester à travers le royaume. La conquête ne faisait que commencer, et elle exigerait non seulement une épée, mais aussi une main de fer. Le jour de Noël 1166, Guillaume fut couronné dans la toute nouvelle abbaye de Westminster, œuvre d'Édouard le Confesseur. La cérémonie, conduite selon les anciennes coutumes anglo-saxonnes, était censée symboliser la continuité et la légitimité de son pouvoir. Mais au-delà des murs de l'abbaye, la réalité était tout autre. Lorsque l'archevêque d'York, s'exprimant en saxon, et l'évêque de Coutances, s'exprimant en normand, demandèrent au peuple s'il reconnaissait Guillaume comme son roi, les acclamations furent si fortes que les gardes normands, nerveux, prirent les choses pour le début d'une émeute. Paniqués, ils incendièrent les maisons voisines. Les flammes qui embrasèrent Londres le jour du couronnement devinrent un présage funeste pour les années à venir. La paix et la légitimité seraient établies par le feu. La brutalité du nouveau régime se révéla pleinement dans le Nord. En 1069, lorsque des rébellions dans le Yorkshire et la Northumbrie, soutenues par les Danois, menacèrent l'existence même de la domination normande, Guillaume réagit avec une cruauté glaçante. Cette campagne est connue sous le nom de « Désolation du Nord ». Il ne s'agissait pas seulement d'une opération militaire, mais d'un acte de terreur d'État. L'armée de Guillaume déferla sur les terres d'York à Durham, transformant cette région prospère en un désert ravagé par les flammes. Ils incendièrent les récoltes et les villages, massacrèrent le bétail et les habitants. Les champs furent salés pour empêcher toute croissance. Les chroniqueurs de l'époque décrivent une famine si terrible que les gens mangèrent des chats, des chiens et même leurs semblables. Pendant une génération, le nord de l'Angleterre demeura une terre désolée et dévastée, jonchée de ruines et d'ossements non enterrés. Le message était clair et sans équivoque. Tel est le prix de la désobéissance. Parallèlement aux campagnes punitives, un vaste programme de construction se déploya à travers le pays. Guillaume avait compris que le maintien de l'ordre sur une population hostile exigeait non seulement des armées mobiles, mais aussi des garnisons permanentes. L'Angleterre se couvrit d'un réseau de châteaux. Il ne s'agissait pas de palais de contes de fées, mais de forteresses militaires austères, d'abord des mottes castrales en bois, puis d'imposantes citadelles de pierre. Elles furent bâties sur des hauteurs stratégiques, au point de passage des rivières, au cœur des villes, rasant souvent des quartiers entiers de maisons saxonnes. La tour de Londres, le château de Colchester, Windsor, ces gardiens de pierre dominant le pays, rappelaient silencieusement et constamment qui était désormais le maître. Chaque château était une lance plantée au cœur de l'Angleterre, un rempart de la puissance normande dans un océan d'hostilité saxonne. À mesure que le territoire changeait, ses propriétaires changeaient également. Guillaume confisqua les domaines de tous les nobles anglo-saxons qui avaient combattu contre lui à Hastings ou participé aux rébellions ultérieures. Leurs terres, fondement de leur richesse et de leur pouvoir, furent distribuées à ses fidèles barons normands, bretons et flamands. Un remplacement complet et total de la classe dirigeante s'opéra. À la fin du règne de Guillaume, moins de 5% des terres restaient aux mains des anglo-saxons. La nouvelle aristocratie parlait français et apporta avec elle de nouvelles lois, de nouvelles coutumes et une forme de féodalisme plus dure.
L'Angleterre ne fut pas simplement conquise, elle fut profondément transformée. Mais la poigne de fer n'était qu'un des outils de Guillaume. Un autre, non moins important, était la plume. Près de 20 ans après la conquête, le jour de Noël 1085, à Gloucester, le roi, âgé mais toujours redoutable, tint conseil avec ses barons. Le royaume était menacé par une nouvelle invasion danoise. Guillaume avait un besoin urgent d'argent pour recruter une armée et d'une connaissance précise des ressources à sa disposition. Il voulait connaître son royaume dans les moindres détails, jusqu'au dernier arpent de terre, jusqu'au dernier cochon de la ferme. C'est ainsi que naquit l'idée d'un projet d'une ampleur sans précédent, le grand recensement. L'année suivante, des commissaires royaux furent envoyés dans toute l'Angleterre, à l'exception du Grand Nord et de quelques villes. Divisant le pays en districts, ils se rendirent dans chaque manoir, chaque centaine, chaque village. Ils convoquèrent les habitants, le prêtre, le maire, 6 vilains, et, sous serment, les contraignirent à répondre à une liste exhaustive de questions. À qui appartenait cette terre aujourd'hui? À qui appartenait-elle au temps d'Édouard? Quelle était la superficie des terres arables, des prairies, des forêts? Combien y avait-il de charrues, de moulins, d'étangs piscicoles? Combien y avait-il d'hommes libres, de vilains, de métayers, d'esclaves? Quelle était sa valeur autrefois et quelle est-elle maintenant? Il ne s'agissait pas d'une simple collecte de données. Pour les Anglais, c'était le jour du jugement dernier, un audit final et irrévocable de leur vie et de leurs biens. La méticulosité et l'inéluctabilité de ce processus inspiraient une telle crainte que la rumeur populaire donna au livre compilant toutes ces informations le nom sinistre de « Domesday Book », car, comme lors du jugement dernier, nul ne pouvait échapper au verdict des scribes royaux. Leur décision était sans appel. Le Domesday Book devint le livre de comptes de la conquête. Il ne se contentait pas de décrire l'Angleterre, il codifiait juridiquement le nouvel ordre. Sur ces pages de parchemin, la propriété normande des terres conquises par la force des armes fut transformée en titre légal, scellé du sceau royal. Chef-d'œuvre de pensée administrative, il était sans égal dans l'Europe médiévale. Il offrait à la couronne un instrument précis pour percevoir les impôts, régler les litiges fonciers et mobiliser les forces militaires. La main de fer qui avait écrasé toute résistance serrait désormais la plume qui allait sceller à jamais les conséquences de cette répression. L'épée avait créé une nouvelle réalité, et le Domesday Book l'avait rendue éternelle. L'Angleterre anglo-saxonne, avec ses familles et ses traditions ancestrales, cessa d'exister. Sur ses ruines, scellé par le sang et le parchemin, naquit un nouveau royaume anglo-normand, austère et centralisé. Des cendres de l'anarchie, du chaos de la guerre civile qui déchira l'Angleterre, naquit une nouvelle dynastie, dont le nom allait devenir synonyme de grandeur et de tragédie, les Plantagenets. Le premier d'entre eux fut Henri II, non seulement un roi, mais un être à l'énergie indomptable, un homme dont la volonté et l'ambition forgèrent un empire sans égal en Europe. En 1154, un souverain de 21 ans accéda au trône d'Angleterre, possédant déjà la Normandie, l'Anjou, le Maine et la Touraine. Mais son plus grand atout fut son épouse, Aliénor d'Aquitaine, ancienne reine de France, femme d'une intelligence, d'une beauté et d'une influence politique hors du commun. Leur union n'était pas un mariage d'amour, mais un pacte entre titans. Elle lui apporta en dot de vastes terres du sud de la France, du Poitou aux Pyrénées. Ainsi naquit l'Empire angevin, un colosse, un pied dans l'Angleterre brumeuse et l'autre dans les vignobles ensoleillés de Gascogne.
Ce n'était pas un pays, mais un patchwork de possessions, cousus ensemble par l'épée et les flots, gouverné par un monarque dont la cour ne se trouvait pas dans un château, mais à cheval. Henri traversait la Manche avec la même aisance que ses sujets traversaient la rue, toujours en mouvement, rendant la justice, réprimant les rébellions et consolidant son pouvoir. Son règne fut une ère de droit et d'ordre. Il mit fin à l'arbitraire des barons, fit raser leurs châteaux illégaux et réforma le système judiciaire. L'introduction des procès avec jury et des juges itinérants jeta les bases de la common law anglaise, qui lui survivrait, ainsi qu'à son empire. Henri était un bâtisseur, un administrateur et un guerrier. Il soumit le pays de Galles, envahit l'Irlande et contraignit le roi d'Écosse à lui prêter allégeance. À l'apogée de sa puissance, son autorité s'étendait de la frontière écossaise aux Pyrénées. Il était bien plus que le roi d'Angleterre, il était un hégémon européen. Mais toute grande puissance engendre une grande résistance, et Henri lui-même porta le premier coup fatal à son empire. Cherchant à soumettre non seulement les barons mais aussi l'Église, il fit ce qu'il considérait comme un coup de maître. Il nomma son meilleur ami, le brillant chancelier Thomas Becket, archevêque de Canterbury. Il s'attendait à recevoir une marionnette mitrée, mais il reçut à la place un fanatique implacable, celui qui, la veille, avait partagé festin et chasse avec le roi, se mua en ascète, défendant farouchement les privilèges de l'Église contre les empiètements de la couronne. L'amitié fit place à la haine. Le conflit entre les deux hommes les plus puissants d'Angleterre s'intensifia, divisant le royaume. Des années d'exil, d'anathèmes et de menaces culminèrent en décembre 1170. Dans un accès de rage, Henri s'écria ces mots fatidiques que l'histoire retiendra à jamais. « Personne ne me débarrassera donc de ce prêtre importun. » 4 de ses chevaliers, obéissant à cet ordre, prirent d'assaut la cathédrale de Canterbury et massacrèrent l'archevêque sur l'autel. Le sang du martyr, répandu sur le sol de pierre, devint une tache indélébile sur la réputation d'Henri. L'Europe entière était sous le choc. Le roi, qui avait vaincu barons et rois, fut contraint à l'humiliation par la pénitence, à marcher pieds nus jusqu'au tombeau de son ancien ami et à être flagellé par des moines. Le pouvoir de la couronne se heurta au pouvoir divin et subit une défaite morale. Mais si le conflit avec l'Église constituait une brèche dans les fondements de l'Empire, le poison qui allait le détruire de l'intérieur se cachait au sein même de sa famille. Henri et Aliénor eurent 4 fils survivants, Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion, Geoffroy et Jean. On les surnommait la race du diable, et ce n'était pas une exagération. Élevés dans un climat d'intrigue et d'ambition démesurée, ils voyaient en leur père non pas un parent, mais un obstacle à leur ascension au pouvoir. En 1173, le tonnerre gronda. Poussés par leur mère, Aliénor, lasse des infidélités de son époux et de leurs conditions de soumis, les 3 fils aînés déclenchèrent la grande révolte. Henri le Jeune, couronné mais privé de pouvoir réel, réclama le sien. Richard, duc d'Aquitaine, et Geoffroy, duc de Bretagne, se joignirent à lui. Ils furent soutenus par le roi de France, le roi d'Écosse et les barons les plus puissants d'Angleterre et du continent. L'Empire semblait condamné, mais le vieux lion était encore puissant. Henri agit avec la détermination fulgurante qui le caractérisait. Il mit en déroute les rebelles, captura le roi d'Écosse et, plus terrifiant encore, sa propre femme. Il emprisonna Aliénor au château pendant 16 longues années. Il pardonna à ses fils, mais la paix ne reviendrait jamais dans la famille. Les années suivantes furent marquées par une succession interminable de complots et de trahisons.
Les fils se livraient à des luttes intestines aussi féroces qu'à leur père. Henri le Jeune mourut de dysenterie lors d'une nouvelle rébellion. Geoffroy fut tué au cours d'un tournoi. Il n'en restait plus que deux, Richard, le brillant guerrier et favori de leur mère, et Jean, le traître et perfide favori de leur père. La fin d'Henri fut tragique et humiliante. Durant ces dernières années, il dut faire face à Richard, qui s'était allié au nouveau roi de France, Philippe Auguste. Malade et épuisé par une guerre interminable, Henri subit défaite sur défaite. Finalement, acculé dans son château de Chinon, il fut contraint d'accepter une paix humiliante. On lui présenta une liste de conspirateurs ayant fait défection au profit de Richard. Et tout en haut de cette liste, il vit le nom qui lui brisa le cœur, Jean, son cadet, son fils bien-aimé. Ce fut le coup de grâce. Le grand roi, bâtisseur d'empire, législateur, s'effondra. « Laissons les choses suivre leur cours, murmura-t-il. Je n'en ai plus rien à faire. » 2 jours plus tard, en juillet 1189, Henri II Plantagenet mourut, abandonné de tous sauf de son fils illégitime. Ses dernières paroles furent des malédictions contre ses fils traîtres. Son immense héritage, un empire forgé par la volonté et scellé dans le sang, passait entre les mains de ceux qui l'avaient trahi. L'ère de la puissance cédait la place à une ère de trahison qui allait hanter la maison plantagenète jusqu'à sa fin. C'était le début du XIIIe siècle. L'Angleterre vivait dans l'ombre de son légendaire roi guerrier, Richard Cœur de Lion. Mais Richard lui-même relevait davantage du mythe que du souverain, toujours absent des croisades et des guerres continentales. Le véritable pouvoir était passé à son frère cadet, Jean, entré dans l'histoire avec le surnom humiliant de Santerre. Il était un roi privé non seulement de ses terres héréditaires en France, mais aussi, semblait-il, des vertus de son prédécesseur. Jean était un homme complexe et énergique, mais aussi méfiant, cruel et d'une avidité sans bornes. Son règne fut une période de crise permanente. Il perdit la guerre contre le roi de France, Philippe Auguste, et par conséquent la Normandie, berceau de l'aristocratie anglaise. Cette perte fut plus qu'un simple revers territorial. Elle porta un coup dur à l'honneur, à la richesse et à la fierté de chaque baron dont les ancêtres avaient rejoint l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant. Pour financer ses campagnes militaires vouées à l'échec, Jean imposa des taxes exorbitantes au pays. Il exigeait l'écuage, même les années où il n'était pas en guerre, transformant la dette féodale en un instrument de pillage d'État. Les cours royales, au lieu d'être un bastion de la justice, devinrent son instrument personnel. Il vendait la justice, imposait des amendes exorbitantes pour des délits mineurs et confisquait les terres et les châteaux de ceux qui étaient tombés en disgrâce. Son conflit avec le puissant pape Innocent III entraîna l'interdit sur toute l'Angleterre. Pendant de longues années, les églises restèrent fermées, les cloches muettes et les sacrements du baptême, du mariage et des funérailles ne furent plus célébrés. Le pays sombra dans les ténèbres spirituelles. Pour les gens du Moyen Âge, ce fut une catastrophe, un présage de la colère divine. La patience des barons, du clergé et des hommes libres anglais était à bout. Ils n'étaient pas de simples victimes. Ils étaient les dépositaires d'anciennes traditions anglo-saxonnes et normandes, selon lesquelles même le roi était tenu par les coutumes et les obligations féodales. Il n'était pas un souverain absolu, mais simplement le premier parmi ses pairs, primus inter pares. Le règne arbitraire de Jean détruisait le tissu même de la société féodale. De puissants seigneurs du nord et de l'est de l'Angleterre se hissèrent à l'avant-garde du mouvement de contestation. Le chef intellectuel et spirituel de ce mouvement
était l'archevêque de Canterbury, Stephen Langton, homme d'une grande érudition et aux principes inébranlables. C'est lui qui rappela au baron l'existence de la Magna Carta, un traité octroyé par le roi Henri Ier plus d'un siècle auparavant, par lequel le monarque s'engageait à respecter les lois et coutumes du royaume. L'idée que le pouvoir du roi devait être limité par la loi écrite connut alors un nouvel essor. Au printemps 1215, le conflit atteignit son paroxysme. Les barons, ayant rassemblé une armée sous la bannière de l'armée de Dieu et de la Sainte Église, renoncèrent ouvertement à leur allégeance au roi. Cet acte de trahison marqua le début de la guerre civile. Ils marchèrent vers le sud et occupèrent Londres sans combattre, s'assurant le soutien de ses habitants riches et influents. Jean se trouva pris au piège. Privé du soutien de la capitale et de la majeure partie de l'aristocratie, il fut contraint de négocier. Le lieu de rencontre choisi fut Runnymede, une zone neutre sur les rives de la Tamise, entre le château royal de Windsor et la base rebelle de Staines. C'était un lieu symbolique, un territoire neutre où personne n'avait l'avantage. Le 15 juin 1215, c'est là, en plein air, entouré d'armures scintillant au soleil et de bannières flottantes au vent, que se déroula l'un des plus grands drames de l'histoire juridique. Le monarque acculé se présenta devant ses sujets pour accepter leurs conditions. Ce qui fut signé n'était pas un traité de paix, mais un document qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de Magna Carta. Il ne s'agissait pas d'une déclaration des droits de l'homme au sens moderne du terme. La plupart de ces 63 articles traitaient de questions féodales spécifiques, droits successoraux, tutelle des mineurs, dot et remboursement des dettes. Ils protégeaient avant tout les intérêts de l'élite, les barons et l'Église. Mais derrière ces clauses spécifiques se cachaient des principes dont la portée dépassait largement le cadre de l'Angleterre médiévale. L'article 12 stipulait qu'aucun impôt, ni aucune autre taxe, ne pouvait être levé dans le royaume sans l'accord du Conseil commun du royaume. C'est là que germerait un jour le Parlement anglais et le principe fondamental de « pas d'imposition sans représentation ». Cependant, le véritable joyau de la charte était l'article 39. Ces mots, simples et précis, sonnaient comme un coup de tonnerre dans une ère de tyrannie absolue. Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné, dépossédé, mis hors la loi, exilé ou dépossédé de quelque manière que ce soit, et nous n'irons pas contre lui, ni n'enverrons d'homme contre lui, sauf par le jugement légitime de ses pairs et la loi du pays. Cette simple phrase recelait une idée révolutionnaire. Il existe une loi du pays qui prime sur la volonté du roi. Nul, pas même le monarque, ne peut priver une personne de sa liberté ou de ses biens sans un procès équitable fondé sur la loi et non sur un caprice. Ce principe a jeté les bases de concepts ultérieurs tels que l'habeas corpus, la présomption d'innocence et l'état de droit. Jean Santerre apposa son grand sceau sur la charte à contre-cœur et avec une rage contenue. Il n'avait aucune intention d'en respecter les termes. Dès que les barons eurent démobilisé leurs troupes, il déclara le document invalide, car obtenu sous la contrainte, et s'assura le soutien du pape, qui excommunia les rebelles. Une guerre civile de grande ampleur éclata alors en Angleterre. La cause de la charte semblait perdue. Jean Santerre mourut un an plus tard, en pleine guerre, de dysenterie, sans jamais en avoir vu l'issue. Mais les graines semées à Runnymede étaient désormais indélébiles. Après la mort du tyran, les régents, sous son jeune fils Henri III, promulguèrent immédiatement une nouvelle charte pour pacifier le pays. Au cours des décennies suivantes, elle fut réaffirmée à maintes reprises,
se transformant peu à peu d'une concession arrachée par la force en une partie intégrante du droit anglais. La Magna Carta ne fut pas une victoire immédiate pour la démocratie. Fruit de son époque, elle était le résultat d'un compromis dans une lutte de pouvoir brutale. Mais elle créa un précédent majeur. Pour la première fois dans l'histoire, elle inscrivit sur parchemin la promesse que le pouvoir n'était pas illimité, que le souverain était soumis à la loi au même titre que ses sujets. Ce document devint un symbole, un phare pour tous ceux qui luttèrent contre la tyrannie au cours des siècles suivants. Il devint la pierre angulaire sur laquelle fut bâti l'édifice de la liberté constitutionnelle anglaise, puis mondiale. À Runnymede, l'histoire de l'Angleterre, et avec elle celle de tout le monde occidental, prit un tournant décisif, du pouvoir d'un seul homme à l'état de droit. Le XIIIe siècle touchait à sa fin, et une ombre d'incertitude planait sur les collines brumeuses d'Écosse. La mort subite de la jeune reine Marguerite, la pucelle de Norvège, avait interrompu la lignée successorale directe et plongé le royaume dans le chaos. 13 prétendants, les plus nobles seigneurs du pays, se soulevèrent, prêts à s'affronter pour le trône vacant. L'Écosse, déchirée par les luttes intestines, était au bord de la guerre civile. Dans ce moment de désespoir, les barons écossais commirent une erreur fatale. Ils se tournèrent vers leur puissant voisin du Sud, le roi d'Angleterre, pour arbitrer leurs différends. Ce voisin était Édouard Ier. Grand, imposant, le regard perçant et l'allure d'un rapace, il était bien plus qu'un roi. Il incarnait la puissance et l'ambition anglaise. Conquérant du pays de Galles, réformateur des lois, stratège brillant et impitoyable, Édouard nourrissait depuis longtemps le rêve d'une île unie sous sa couronne. La requête des Écossais n'était pas un fardeau pour lui, mais une aubaine. Il accepta, mais à une condition qui allait changer à jamais l'histoire britannique. Avant de prendre sa décision, il exigea que tous les prétendants et tous les nobles écossais le reconnaissent comme suzerain suprême, seigneur paramount d'Écosse. Aveuglés par la lutte pour le pouvoir, ils obtempérèrent. Le piège se referma. De tous les prétendants, Édouard choisit le plus faible et le plus soumis, John Balliol. Il le couronna, mais ne lui accorda aucun pouvoir. Dès le premier jour de son règne, Balliol ne fut pas un monarque, mais une marionnette qu'Édouard humilia à la moindre occasion, le convoquant à la cour de Londres au moindre prétexte, et démontrant ainsi au monde entier qui était le véritable maître de l'Écosse. La patience des Écossais atteignit ses limites. À l'insu de leur roi et de son suzerain anglais, ils conclurent une alliance avec l'ennemi éternel de l'Angleterre, la France. Cette vieille alliance, comme on l'appellerait plus tard, était un acte de défiance ouverte. Pour Édouard, c'était une trahison, et il réagit avec une fureur qui ébranla l'île jusque dans ses fondements. Au printemps 1296, une immense armée anglaise franchit la frontière. La première ville à lui résister fut la prospère cité marchande de Berwick-upon-Tweed. Son assaut et le massacre qui s'ensuivit furent une démonstration de force monstrueuse. Édouard abandonna la ville au pillage de son armée et le sang coula à flots dans les rues. La nouvelle du massacre de Berwick paralysa la volonté de résistance des Écossais. Bientôt, leur armée fut complètement mise en déroute à la bataille de Dunbar. La résistance fut écrasée. Édouard traversa le pays sans rencontrer d'opposition. Il humilia publiquement John Balliol en arrachant les armoiries royales de son pourpoint, ce qui lui valut le surnom méprisant de « manteau vide ». Mais le coup symbolique ultime fut porté à l'abbaye de Scone. Édouard s'empara de la plus grande relique du royaume, la pierre du destin,
l'ancienne pierre de couronnement sur laquelle les monarques écossais avaient accédé au trône pendant des siècles. Il la transporta à Londres et l'installa à l'abbaye de Westminster sous son propre trône. Le message était clair et sans appel. L'Écosse n'était plus un royaume, mais une province conquise de l'Angleterre. L'histoire d'une nation indépendante semblait toucher à sa fin. Alors que l'espoir semblait perdu et que la noblesse se résignait à la défaite, des cendres de l'humiliation jaillit une flamme. Son nom était William Wallace. Il n'était ni comte ni seigneur, seulement un chevalier de moindre importance. Mais son cœur brûlait d'une haine inextinguible envers les envahisseurs et d'un amour profond pour sa terre. Il ne combattait pas pour un roi fantoche ni pour un noble prétendant au trône, il combattait pour l'idéal même de l'Écosse. Débutant par d'audacieux raids de guérilla, Wallace rassembla rapidement autour de lui une armée de roturiers, désespérés et prêts à mourir pour la liberté. L'apogée de cette rébellion fut la bataille du pont de Stirling. L'armée anglaise, confiante et revêtue d'acier, s'approcha du pont étroit enjambant le fort. L'armée hétéroclite de Wallace les attendait sur l'autre rive. Les chevaliers anglais, méprisant l'infanterie du peuple, chargèrent sur le pont qui se révéla être un piège mortel. Dès que l'avant-garde eut franchi le pont, les Écossais se jetèrent sur elle, la coupant du gros des troupes. Le pont céda et s'effondra, emportant des centaines de guerriers anglais dans les eaux glacées. La bataille se transforma en massacre. La victoire fut totale et incroyable. Un simple chevalier avait vaincu l'armée invincible d'Édouard. Wallace fut proclamé gardien de l'Écosse. Mais Édouard n'était pas du genre à pardonner les défaites. Apprenant le désastre de Stirling, il mena personnellement une nouvelle armée, encore plus puissante, vers le nord. Cette fois, il évita ses erreurs passées. Il maniait une nouvelle arme redoutable, l'arc longgallois, capable de percer les armures à grande distance. Les deux armées s'affrontèrent à Falkirk. Wallace forma son infanterie en schiltrons, des formations circulaires impénétrables, de véritables hérissons de lance, contre lesquels toute charge de cavalerie serait brisée. Mais Édouard n'avait aucune intention de jeter ses chevaliers dans cette forêt de piques. Il lança des milliers d'archers. Un silence pesant s'abattit sur le champ de bataille, seulement rompu par les ordres des officiers. Puis le ciel s'assombrit. Des nuées de flèches, tirées avec une vitesse et une précision terrifiantes, s'abattirent sur les schiltrons écossais immobiles. C'était une pluie de mort à laquelle nul ne pouvait échapper. Les lanciers tombèrent par centaines, des brèches s'ouvrant dans leurs rangs denses. Et ce n'est que lorsque les hérissons furent blessés et mis en déroute qu'Édouard chargea avec sa cavalerie lourde. La déroute était totale. L'armée de Wallace n'existait plus. Lui-même prit la fuite, sa gloire déclinante. Il se cacha pendant plusieurs années, mais fut trahi, capturé et conduit à Londres. Son exécution fut d'une brutalité inouïe. Il fut pendu, éviscéré et écartelé, et des parties de son corps furent dispersées à travers l'Écosse en guise d'avertissement aux rebelles. Édouard Ier, le marteau des Écossais, comme on le surnommerait, semblait avoir remporté la victoire finale. Il avait anéanti un héros, mis en déroute une armée et tué tout espoir. Mais il se trompait. En tuant Wallace, il avait créé un martyr et un symbole immortel. Et tandis qu'Édouard célébrait son triomphe, une nouvelle conspiration se tramait déjà dans l'ombre, et celui qui, de par son sang, était destiné à devenir le véritable roi, Robert Bruce, se préparait à lever l'étendard de la lutte. La guerre pour la Grande-Bretagne était loin d'être terminée. L'aube sur l'Angleterre médiévale est bien plus que le simple début d'une nouvelle journée.
C'est un rituel silencieux et immuable à l'image de la terre elle-même. Les premiers rayons timides du soleil se répandent sur les vallées brumeuses, les silhouettes sombres des chênaies et les toits de chaume des minuscules villages blottis contre le sol, comme en quête de chaleur. À cette heure, deux mondes s'éveillent, deux univers coexistants et pourtant séparés par un mur invisible. C'est le monde du paysan et le monde du moine. Pour un paysan, le matin commence par un froid glacial qui s'infiltre à travers les fissures de sa hutte de torchis. L'air est lourd de fumée, de sueur et de paille moisie. Son monde est tangible, rude, dicté par les besoins et les saisons. Ses mains, rugueuses et crevassées comme l'écorce d'un vieil arbre, connaissent le poids de la charrue, le tranchant de la faucille et la boue froide et collante d'un champ printanier. Son calendrier n'est pas fait des pages d'un manuscrit, mais de la position du soleil, de la couleur des feuilles et du comportement du bétail. Il émerge de sa tanière enfumée dans la pénombre matinale. Son univers se limite aux abords du village, aux terres du seigneur, les déments, et à la forêt, où chaque pas peut lui valoir une amende de l'intendant. Il n'est pas esclave, mais il n'est pas libre non plus. C'est un vilain, lié à cette terre par des chaînes invisibles de devoirs et de traditions. Sa vie est un cycle incessant de labeur. Labourer, semer, désherber, moissonner. Une partie de cette moisson, la meilleure dîme, ne reviendra pas à sa grange, mais à celle du Seigneur ou au monastère. Son labeur nourrit ceux qui n'ont jamais tenu une charrue entre leurs mains. Et pourtant, son monde est imprégné de foi. Elle lui est aussi naturelle que la pluie et le soleil. L'église du village, avec ses murs de pierre brute et son unique cloche, est le centre de son univers. C'est là qu'il baptise ses enfants, c'est là qu'il se marie, c'est là que son âme reposera. Sa foi est simple et austère, il craint la colère de Dieu, qui se manifeste par la sécheresse ou la peste. Il prie ses saints patrons pour un bétail en bonne santé et une bonne récolte. Pour lui, le ciel est un lieu sans fin ni labeur éreintant, et l'enfer une continuation éternelle des tourments terrestres. Le prêtre, souvent aussi simple et illettré que ses fidèles, est son guide dans le monde invisible, la voie de Dieu sur terre. À l'heure même où le paysan harnache son bœuf, le son de la cloche résonne au-delà des murs. Non pas par-dessus les murs de terre, mais par-dessus les hauts murs de pierre de l'abbaye, forteresse de la foi dominant le monde paysan. Là, dans la fraîcheur et la pureté de sa cellule, le moine s'éveille. Son univers est fait d'ordre, de silence et d'horaires fixes. Sa journée est divisée en 8 heures canoniques, 8 offices, des matines de minuit au complis du soir. Pour lui, le son de la cloche n'est pas seulement un repère temporel, mais un appel sacré auquel il faut obéir. Sa vie est ora et labora, prie et travail, mais son travail est d'une autre nature. Dans le scriptorium, dans un silence absolu, seulement troublé par le crissement de sa plume sur le parchemin, il copie les textes sacrés, préservant et enrichissant le savoir. Il ne sème pas le blé, mais sa main trace les évangiles, les œuvres des pères de l'Église ou les philosophes antiques. Dans le jardin du monastère, il cultive non pas des navets, mais des plantes médicinales, maîtrisant les secrets de la guérison. Son travail est un exploit intellectuel et spirituel, un combat contre l'ignorance et le péché. Le monde du moine est un monde de symboles et de significations. Les voûtes de pierre de la cathédrale lui rappellent la constance de la foi. La lumière qui filtre à travers les vitraux rayonne d'une aura divine.
et le chant monotone des chants grégoriens célèbre l'harmonie des sphères célestes. Il a renoncé aux biens terrestres, à sa famille et à ses propriétés pour consacrer sa vie au salut de son âme, non seulement la sienne, mais aussi celle du monde entier, jusqu'aux paysans qui travaillaient la terre du monastère. Et ici, ces deux mondes, si éloignés l'un de l'autre, sont étroitement liés. L'abbaye n'est pas seulement un centre spirituel, mais aussi un important seigneur féodal. Les terres cultivées par le paysan appartiennent souvent au monastère. Les dîmes de ces champs remplissent les greniers, permettant aux moines de prier, de lire et de construire de majestueuses cathédrales. Le paysan nourrit le moine matériellement, et le moine, croit-on, nourrit le paysan spirituellement, protégeant son âme des ruses du diable par ses prières. C'est une symbiose, mais une symbiose inégale. Le paysan contemple les murs de l'abbaye avec un mélange d'admiration et de crainte. Il les perçoit comme la maison de Dieu, un lieu où résident des saints. Mais il les voit aussi comme une forteresse de pouvoir qui détermine son destin, perçoit les impôts et juge ses méfaits. Pour lui, le moine est un être venu d'un autre monde, pur, savant, proche de Dieu. Pour le moine, le paysan fait partie de son troupeau. Une âme simple et irrationnelle en quête de guidance et de salut est la source de la prospérité terrestre du monastère. Ainsi, leur vie s'écoule sous le même ciel. La journée du paysan s'achève au coucher du soleil. Il regagne sa chaumière pour un maigre souper et un sommeil profond. La journée du moine s'achève par une dernière prière dans l'église plongée dans la pénombre où les ombres dansent à la lueur des bougies. L'une est une racine enracinée dans la terre, l'autre une branche qui s'élève vers le ciel. Mais toutes deux sont des parties d'un même arbre, l'arbre de l'Angleterre médiévale, dont la vie et la foi étaient indissociables, comme la terre et le ciel. L'année 1337 approchait. L'Europe était chargée de la crainte d'une tempête d'une ampleur inédite. Au cœur du conflit se trouvait un nœud dynastique scellé par la mort du dernier roi de France de la lignée capétienne directe. Le monarque anglais, Édouard III, petit-fils maternel du roi de France Philippe le Bel, revendiquait la couronne de Gaule. Mais la noblesse française, retranchée derrière l'ombre obscure de l'ancienne loi salique, refusait de voir un étranger sur son trône. La couronne revint à Philippe de Valois, qui devint Philippe VI. Pour Édouard, c'était plus qu'une simple défaite juridique, c'était un affront à son sang, à son honneur, à son droit divin. Mais il ne s'agissait pas seulement de la couronne. Les possessions continentales de l'Angleterre, la riche Gascogne, étaient une source constante de conflits, imposant au roi d'Angleterre une vassalité humiliante envers les Français. Les intrigues parisiennes mettaient à rude épreuve les liens unissant la laine anglaise au métier à tisser flamand. Ambition, économie et querelles séculaires s'entremêlèrent. Puis Édouard passa à l'action. Il ne se contenta pas de déclarer la guerre. Il se proclama roi légitime de France. Les 3 lions d'or des armoiries anglaises défiaient les lys d'or des Valois. Une guerre qui allait durer des générations et entrer dans l'histoire comme la guerre de 100 ans venait de commencer. Le premier coup de tonnerre de ce conflit retentit non pas sur terre, mais en mer. En 1340, au large des côtes flamandes, à l'étroite embouchure du fleuve Aslouis, 2 flottes s'affrontèrent. L'armada française, immense et sûre d'elle, forma une ligne défensive, transformant ses navires en une forteresse flottante. Mais elle sous-estima la flexibilité tactique des Anglais et la puissance meurtrière de leur arme principale. Les archers anglais, postés sur les ponts supérieurs,
déchaînèrent un véritable déluge de feu sur les navires français bondés. Nuée après nuée, des milliers de flèches à pointe lourde transpercèrent côtes de mailles et planches, semant la mort et la panique. La mer se teinta de sang. Ce n'était pas une bataille, mais un massacre. La flotte française fut quasiment anéantie. La Manche devint un lac anglais, et les portes de la France furent grandes ouvertes. 6 ans plus tard, les Anglais foulèrent le sol français. À l'été 1346, Édouard III débarqua en Normandie à la tête d'une armée aguerrie. Il ne cherchait pas à s'emparer des villes. Sa tactique était la chevauchée, un raid dévastateur en plein territoire ennemi. L'armée anglaise déferla sur le nord de la France par le feu et l'épée, incendiant villages, pillant châteaux et démontrant l'impuissance de Philippe de Valois à protéger ses sujets. La vaste armée française, rassemblant l'élite de sa chevalerie, finit par vaincre les Anglais épuisés près du village de Crécy. Les Anglais semblaient condamnés. Ils étaient largement inférieurs en nombre, mais Édouard avait choisi la position idéale, une douce colline baignée par les rayons du soleil couchant qui aveuglait les Français qui avançaient. Sur les flancs, derrière des rangées de pieux aiguisés, il avait positionné ses yeomen, des roturiers armés de longs arcs en if. Les chevaliers français, imbus d'arrogance et méprisant l'infanterie, chargèrent avec une témérité et un désordre indescriptibles. Les arbalétriers génois s'avancèrent les premiers, mais leurs cordes d'arc s'humidifièrent sous la pluie soudaine, tandis que les archers anglais, dont les arcs étaient restés au sec, ripostèrent par une symphonie meurtrière. La volée de milliers d'arcs résonna comme le rugissement d'une ruche enragée. Les flèches, tirées avec une vitesse et une précision monstrueuses, formèrent un nuage noir dans le ciel qui s'abattit sur les rangs français. Les chevaux, fous de douleur, désarçonnèrent leurs cavaliers en armure. Les chevaliers, dont la bravoure était faite pour le combat singulier et non pour une pluie d'acier impersonnel, tombèrent avant même d'avoir pu dégainer leur épée. Attaque après attaque, un mur de lances et de flèches anglaises s'abattit. Ce jour-là, sur les champs de Crécy, ce n'est pas seulement l'élite de l'aristocratie française qui s'éteignit, mais l'ère de la chevalerie elle-même. Le fils d'Édouard, âgé de 16 ans et surnommé plus tard le Prince Noir, reçut son baptême du feu, au cœur même de la bataille, prouvant que le sang des vainqueurs coulait dans ses veines. La victoire de Crécy ouvrit aux Anglais la voie vers le port stratégique de Calais. Le siège de la ville dura près d'1 an. La faim et le désespoir régnaient entre ses murs. Finalement, la ville tomba. La légende raconte qu'Édouard, furieux de la résistance acharnée, exigea qu'on lui livre 6 des plus nobles citoyens de la ville pour les exécuter. 6 bourgeois, la corde au cou, sortirent des portes, prêts à se sacrifier pour sauver les autres. Seule l'intervention de la reine Philippa, enceinte, leur sauva la vie. Pendant 2 siècles, Calais devint une tête de pont anglaise sur le continent, un poignard pointé vers le cœur de la France. 10 ans plus tard, l'histoire se répéta avec des conséquences encore plus dévastatrices. Le prince noir, devenu un commandant renommé, mena un nouveau raid en territoire français. Près de Poitiers, ses troupes, peu nombreuses, furent encerclées par l'armée du nouveau roi de France, Jean II le Bon. Une fois encore, les Anglais occupaient une position stratégique au milieu des vignes et des haies. Une fois encore, les chevaliers français, n'ayant tiré aucune leçon du désastre de Crécy, lancèrent une attaque suicidaire. La bataille de Poitiers fut un triomphe de la tactique et de la discipline anglaise. Les archers jouèrent une fois de plus un rôle décisif, mais cette fois,
l'issue se joua dans un combat au corps à corps brutal, où chevaliers et hommes d'armes anglais, à pied, combattirent côte à côte avec le peuple. Et dans ce chaos sanglant, l'impensable se produisit. Le roi de France, Jean le Bon, combattant avec le courage d'un lion, fut fait prisonnier. La capture du monarque fut une humiliation nationale pour la France, une catastrophe qui plongea le pays dans l'anarchie et la guerre civile. Les Anglais célébrèrent leur victoire. Les champs de France furent généreusement arrosés du sang de ses plus valeureux fils, et son roi devint un prisonnier d'honneur à Londres. Le premier acte de ce grand drame s'acheva sur le triomphe total de l'Angleterre. Mais ce n'était que le prologue. La guerre, qui avait si brillamment commencé pour les Anglais, était encore loin d'être terminée. Au milieu du XIVe siècle, tandis que l'Angleterre vivait au rythme familier des saisons et des décrets royaux, de sombres rumeurs commencèrent à parvenir à l'Orient. Les marchands de retour de la route de la soie parlaient d'une immense mer, d'un fléau qui ravageait des nations entières, rasant des villes de la surface de la terre. Pour les insulaires, séparés du continent par un détroit, ces récits ressemblaient à un conte de fées lointain et terrifiant. Ils ignoraient encore que le conquérant le plus impitoyable de l'histoire se tenait déjà à leur porte. Château et couronne lui importaient peu. Son armée était composée de légions invisibles et son arme, la mort elle-même. Nous sommes en été 1348. Un navire marchand gascon entre dans le port de Melcombe-Régis, dans le Dorset. À son bord, la cargaison habituelle, des barils de vin, des ballots de laine, mais parmi ces marchandises, un passager clandestin et mortel descend sur le sol anglais. Non pas un être humain, mais une puce cachée dans la fourrure d'un rat noir. La bactérie Yersinia pestis sommeille dans son organisme. Ainsi, sans bruit ni combat, commence une invasion qui changera à jamais l'Angleterre. L'ère de la peste noire a débuté. Au début, personne ne comprenait rien. Les premières victimes, dockers, marins, marchands, succombaient à une étrange fièvre. Leur corps était couvert de pustules douloureuses et noircies, de la taille de pommes, les bubons, qui donnèrent à la maladie son premier nom, la peste bubonique. Les médecins dont le savoir reposait sur la théorie des 4 humeurs étaient impuissants. Ils pratiquaient des saignées, cautérisaient les bubons et conseillaient d'inhaler des herbes aromatiques, mais la peste semblait se moquer de leurs efforts. Bientôt, il devint évident que la maladie se transmettait par d'autres voies que les morsures. Lorsque les infectés commençaient à cracher du sang, la peste devenait pulmonaire, se propageant par voie aérienne de personne à personne. Cette forme entraînait presque systématiquement la mort en 2 jours. La troisième forme, septicémique, infectait directement le sang, tuant en quelques heures, parfois si rapidement que les bubons n'avaient même pas le temps d'apparaître. Partie du Dorset, la peste se propagea vers l'intérieur des terres, suivant les routes commerciales, les rivières et les chemins comme un prédateur féroce et intelligent. Elle n'épargnait personne. Le paysan dans sa chaumière, le baron dans son château, le moine dans sa cellule et le roi dans son palais, tous étaient égaux face à elle. Londres, avec sa surpopulation, sa saleté et son insalubrité, devint le festin idéal pour la peste. Les rues se remplissaient de corbillards, le crissement de leurs roues devenant la bande-son de l'apocalypse. Les cimetières étaient saturés et, à travers le pays, d'immenses fosses communes, des fosses à peste, furent creusées, où des centaines de corps furent jetés sans distinction. Une société bâtie sur une hiérarchie stricte et un ordre divin commença à se désintégrer sous nos yeux.
Les liens qui unissaient les gens se brisèrent avec une facilité terrifiante. Des pères abandonnèrent leurs enfants malades, des maris leurs femmes. Des prêtres venus confesser les mourants furent contaminés et moururent à leur tour, laissant leurs fidèles sans réconfort spirituel. Il semblait que Dieu lui-même ait tourné le dos à l'Angleterre. On chercha des boucs émissaires. Certains voyaient dans la peste un châtiment divin pour leurs péchés et se tourmentaient par l'autoflagellation. D'autres blâmaient les infidèles, les vagabonds, voire une conjonction planétaire inhabituelle. Mais la peste poursuivit son œuvre destructrice, indifférente aux prières et aux malédictions. En 1350, lorsque la première vague, la plus terrible, s'était apaisée, l'Angleterre était un pays différent. Selon diverses estimations, elle avait perdu entre un tiers et la moitié de sa population. Les villages étaient désertés, les champs envahis par les mauvaises herbes et la construction des grandes cathédrales était au point mort. Le silence qui régnait sur ces terres dépeuplées était assourdissant. Mais dans ce silence, un monde nouveau était en train de naître. La catastrophe eut des conséquences paradoxales. La mort de millions de personnes fit croître incommensurablement la valeur de la vie des survivants. Pour la première fois depuis des siècles, l'Angleterre connut une grave pénurie de main-d'œuvre. Les paysans, liés à la terre de leur seigneur depuis des siècles, prirent soudain conscience de leur pouvoir. Ils n'étaient plus de simples esclaves. Ils pouvaient exiger de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie, ou tout simplement partir pour un autre propriétaire terrien offrant davantage. Le système féodal, fondé sur le travail quasi gratuit des serfs, commença à s'effondrer. Le roi et les nobles tentèrent d'enrayer ce processus. En 1351, l'édit sur les travailleurs fut promulgué, gelant les salaires à leur niveau d'avant la peste et interdisant aux paysans de changer de maître. Mais il était trop tard. Cette tentative de forcer le cours de l'histoire ne fit qu'attiser le mécontentement et semer les germes de futures révoltes. Le pouvoir de la terre, fondement de la puissance de l'ancienne aristocratie, s'affaiblissait. Le pouvoir de l'argent et du travail, lui, grandissait. La peste noire n'a pas seulement tué des millions de personnes, elle a porté un coup fatal au cœur même de la vision du monde médiéval. Elle a ébranlé l'autorité inébranlable de l'Église, incapable d'expliquer ou d'enrayer la colère divine. Elle a fait voler en éclats des barrières sociales séculaires, démontrant que la mort ne connaissait pas de classe. Elle a transformé l'économie, la culture et même la langue, la mort de nombreux prêtres et aristocrates francophones, accélérant l'essor de l'anglais. Ce fut une tragédie incommensurable, une cicatrice sur la chair de la nation qui restera vive pendant des générations. Mais ce fut aussi un cruel catalyseur de changement. Des cendres de la peste sur les vestiges du vieux monde féodal, l'Angleterre, sans s'en rendre compte, a entamé la construction douloureuse et sanglante de son avenir. Le monde ne sera plus jamais le même. Le XIVe siècle touchait à sa fin, laissant de profondes cicatrices sur l'Angleterre. La peste avait emporté près de la moitié de la population, mais les survivants constataient que le vieux monde, avec ses fondements inébranlables, s'effondrait. La guerre de 100 ans contre la France, devenue un massacre sans fin, réclamait toujours plus d'or et de vie. La tension était palpable, sourde, invisible et pourtant présente dans chaque ferme, chaque atelier d'artisans, chaque taverne du port. Le silence de la majorité était sur le point d'exploser en un cri assourdissant. L'ancien ordre reposait sur 3 piliers, le roi, l'aristocratie et l'Église. Mais désormais,
chacun d'eux apparaissait au peuple non comme un soutien, mais comme un lourd fardeau. Le roi était trop jeune, ses conseillers avides et corrompus. L'aristocratie, au lieu de défendre le royaume, voyait dans la guerre une source de profit et de gloire. Quant à l'Église, appelée à sauver les âmes, elle s'enfonçait dans le luxe et les intrigues mondaines. Ses vastes domaines et son indifférence à la souffrance de ses fidèles inspiraient non pas la crainte, mais un mépris grandissant. La capitation fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et brisa la patience du peuple. À 3 reprises en 4 ans, la couronne exigea que chacun, du seigneur au plus humble paysan, paie une taxe. Pour les riches, c'était une misère. Pour les pauvres, une catastrophe. En 1381, lorsque les collecteurs d'impôts royaux entreprirent de soutirer jusqu'au dernier sou au peuple, l'étincelle jaillit de la poudrière. Tout a commencé dans les villages de l'Essex et du Kent. Le refus de payer a dégénéré en escarmouche, puis en rébellion ouverte. Ce qui avait débuté comme une émeute localisée s'est rapidement transformé en un chaos incontrôlable. Des flots de colère ont déferlé des villages et des villes, se rejoignant en un puissant fleuve. Des dizaines de milliers de personnes, armées de faux, de fourches, de haches et animées d'un profond désespoir, ont marché sur Londres. Elles étaient menées par des chefs issus de leur propre rang. Le couvreur Wat Tyler, meneur charismatique et déterminé, et le prêtre John Ball, dont les sermons étaient enflammés. C'est Ball qui donna aux rebelles une idéologie, exprimant leur colère en des termes simples qui terrifiaient les autorités. Quand Adam labourait et qu'Ève filait, qui était le noble ? Tonna sa voix au-dessus de la foule. Cette question sapait les fondements même du système féodal. Il affirmait que tous sont égaux devant Dieu et que, par conséquent, l'esclavage, la corvée et les privilèges de la noblesse n'étaient que des injustices instituées par les hommes et non par Dieu. Ce n'était pas simplement une demande de pain, c'était une revendication de justice et de dignité humaine. En juin 1381, une armée de roturiers approcha de Londres. Les pauvres de la ville leur ouvrirent les portes. Le chaos s'ensuivit. Les rebelles incendièrent les palais des conseillers honnis du roi, pillèrent les archives et détruisirent les registres de dettes et les archives des redevances féodales. Ils cherchaient à effacer les preuves documentaires même de leur esclavage. Leur colère ne visait pas des individus riches choisis au hasard, mais des symboles précis de l'oppression. L'archevêque de Canterbury, Simon Sudbury, et le trésorier Robert Hales, principaux responsables de cette taxe, furent capturés à la Tour de Londres et décapités devant une foule en liesse. Le jeune roi Richard II, âgé de 14 ans, se trouva pris au piège. Il fut contraint de négocier. Sur les champs de Mile End, il rencontra les chefs de la rébellion et, à la stupéfaction générale, accepta toutes leurs revendications. L'abolition du servage, le libre-échange et une amnistie pour tous ceux qui avaient participé au soulèvement. Il semblait que ces paysans illettrés aient accompli l'impossible. Mais l'affrontement décisif eut lieu le lendemain à Smithfield. Wat Tyler, grisé par le succès, traita le roi presque d'égal à égal. Soudain, une querelle éclata. Le maire de Londres dégaina son épée et frappa Tyler. Le chef de la rébellion s'écroula, mortellement blessé. La foule, figée d'horreur et de rage, avait déjà ses flèches bandées. Un instant de plus, et l'Angleterre risquait de perdre son monarque. Alors, le jeune Richard fit preuve d'un courage incroyable. Il s'avança seul à cheval et cria « Messieurs, seriez-vous prêts à tuer votre roi ? Je suis votre chef, suivez-moi. »
ce bluff désespéré fonctionna. La rébellion, décapitée et désorientée, vacilla et commença à se désintégrer. Les promesses du roi se révélèrent vaines. Dès la dispersion des paysans, de brutales répressions s'abattirent sur le pays. John Ball fut pendu, traîné et écartelé. Des centaines d'autres chefs subirent le même sort. La rébellion fut étouffée dans le sang. Et pourtant, elle ne passa pas inaperçue. La grande révolte de 1381 servit d'avertissement solennel à la classe dirigeante. Bien que le servage n'ait pas été aboli par décret royal, il commença à décliner de lui-même. Les seigneurs n'osaient plus pousser leurs paysans à l'extrême. Le spectre de Wat Tyler allait longtemps hanter l'Angleterre, rappelant que la patience du peuple n'était pas sans limite. Mais la rébellion contre les autorités terrestres n'était qu'un aspect du problème. Parallèlement, une autre rébellion, non moins dangereuse, se préparait dans les esprits, l'hérésie. Son champion était le théologien d'Oxford, John Wycliffe. Il osa défier l'institution la plus puissante du Moyen Âge, l'Église catholique romaine. Wycliffe affirmait que la Bible, et non le pape, était la plus haute autorité religieuse. Il rejetait le dogme de la transsubstantiation, condamnait la richesse du clergé et appelait à la création d'une Église pauvre à l'image des apôtres. Mais son idée la plus révolutionnaire fut la traduction de la Bible en anglais. Jusque-là, les Saintes Écritures n'étaient disponibles qu'en latin et n'étaient comprises que par le clergé. Wycliffe souhaitait mettre l'Évangile entre les mains de chaque Anglais instruit, afin qu'il puisse communiquer directement avec Dieu, sans l'intermédiaire de prêtres corrompus. Ses disciples, connus sous le nom de lollards ou murmureurs, distribuèrent clandestinement des copies manuscrites de la traduction à travers le pays. Les idées des lollards et les revendications des révoltes paysannes, bien que nées dans des contextes différents, reflétaient un même processus sous-jacent. Toutes deux remettaient en question l'immuabilité de l'autorité. Toutes deux recherchaient la vérité et la justice, se tournant vers les sources premières, qu'il s'agisse du droit divin ou des droits fondamentaux des hommes libres. La rébellion et l'hérésie devinrent les voies du mécontentement, les premières fissures dans l'édifice monolithique du Moyen Âge, annonçant les bouleversements à venir de la réforme et des révolutions sociales. L'Angleterre entrait dans une ère nouvelle, tumultueuse et imprévisible. Les liens du sang sont plus forts que tout, disent les sages. Mais dans l'Angleterre du XVe siècle, déchirée par la guerre civile, le sang versé sur le champ de bataille s'avéra plus épais encore que celui qui coulait dans les veines des frères. La guerre des Deux Roses entrait dans sa phase la plus brutale, la plus personnelle et la plus tragique. La maison d'York, unie par un but commun, s'empara du trône. Mais la couronne, à peine posée sur la tête d'Édouard IV, commença à projeter des ombres menaçantes, divisant ceux qui, la veille encore, se tenaient côte à côte. L'ombre de la trahison planait sur la maison d'York, non pas d'un vieil ennemi, mais d'un ami proche, celui qu'on surnommait le faiseur de rois. Richard Neville, comte de Warwick, le puissant aristocrate dont les armées et l'influence avaient porté Édouard sur le trône, se sentait trahi. Le jeune roi qu'il considérait comme sa marionnette avait osé agir de son propre chef. Le mariage secret d'Édouard avec la roturière Élisabeth Woodville et l'ascension de ses parents avides de pouvoir furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Warwick. Blessé dans son orgueil et écarté des leviers du pouvoir, le faiseur de roi décida que, puisqu'il avait créé ce monarque, il le détruirait également. Ainsi commence l'histoire d'une trahison fraternelle.
Warwick trouva un allié au cœur même de la famille royale. George, duc de Clarence, le cadet des York, rongé par l'envie et l'ambition, voyait son frère aîné, le roi, prodiguer des faveurs à la famille de sa femme, tandis que lui, George, restait dans l'ombre. Warwick l'attira avec la promesse de la couronne, lui offrant sa fille en mariage et le trône d'Angleterre. Et Clarence, aveuglé par sa soif de pouvoir, prit les armes contre son propre frère, le roi Édouard. L'alliance était contre nature, monstrueuse. Warwick, ennemi juré des Lancastriens, traversa la Manche et conclut un pacte avec celle qu'il haïssait le plus au monde, la Louve de France, Marguerite d'Anjou. Leur haine réciproque était légendaire, mais leur haine commune pour Édouard se révéla plus forte encore. Le pacte fut scellé par un mariage. La fille de Warwick, Anne Neville, fut promise au fils de Marguerite, l'héritier des Lancastriens, Édouard de Westminster. Les ennemis jurés d'hier s'unirent pour vaincre un ennemi commun. À l'automne 1470, Warwick et Clarence débarquèrent en Angleterre. Un pays las des Yorkistes les accueillit avec liesse. L'armée d'Édouard IV, prise au dépourvu, se dispersa. Le roi, jadis tout-puissant, fut contraint de fuir pour sauver sa vie avec seulement une poignée d'hommes fidèles. Il trouva refuge en Bourgogne, tandis qu'en Angleterre, l'impensable se produisait. Henri VI fut extrait de sa prison de la Tour. Brisé, fou, simple ombre de lui-même, il n'était plus qu'une marionnette entre les mains de Warwick. On le revêtit de nouveau des habits royaux et on le fit asseoir sur le trône. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de réadaptation, un bref et illusoire retour au pouvoir des Lancastriens. Warwick redevint le faiseur de rois, mais son triomphe était bâti sur du sable. Édouard York n'était pas un homme à renoncer. En Bourgogne, il leva une nouvelle armée. Au printemps 1471, il revint en Angleterre. Son étendard était le soleil en splendeur, symbole de la maison d'York, et le soleil se leva pour dissiper les nuages. Alors, le duc de Clarence comprit son erreur fatale. Il comprit que Warwick ne le ferait jamais roi, qu'il n'était qu'un pion dans un jeu qui le dépassait. Au moment décisif, tandis que les armées se préparaient au combat, Georges de Clarence trahit ses nouveaux alliés et, rongé par le remords, retourna auprès de ses frères, Édouard et le jeune Richard de Gloucester. Frère à frère, la maison d'York fut de nouveau réunie. Le dénouement survint lors de 2 batailles sanglantes. Le 14 avril, à Barnet, dans un épais brouillard glacial, les armées s'affrontèrent à l'aveuglette. Les cris des hommes et les hennissements des chevaux étaient couverts par le voile blanc. Les guerriers ne pouvaient distinguer amis et ennemis. Dans la confusion, une partie de l'armée lancastrienne attaqua par erreur une autre, prenant son emblème pour le soleil, yorkiste. La panique s'empara des troupes. Les Lancastriens vacillèrent et prirent la fuite. Dans la confusion, Richard Neville, comte de Warwick, fut rattrapé et tué. Le faiseur de rois, qui avait façonné le destin de l'Angleterre pendant 2 décennies, gisait dans la boue du champ de bataille, abandonné de tous. Mais il restait Marguerite d'Anjou et son fils, le jeune prince Édouard, dernier espoir de la Rose Rouge. Ils débarquèrent en Angleterre le jour même de la mort de Warwick à Barnet. Apprenant le désastre, ils tentèrent de gagner le pays de Galles, mais l'armée du roi Édouard les rattrapa à Tewkesbury. Le 4 mai 1471, la bataille finale eut lieu dans la plaine inondable connue sous le nom de Prairie sanglante. Les Lancastriens se battirent avec le désespoir des condamnés, mais leur armée fut anéantie. C'est sur ce champ de bataille
que le jeune Édouard de Westminster, fils unique d'Henri VI, âgé de 17 ans, trouva la mort. Avec sa disparition, la lignée directe de la maison de Lancastre s'éteignit. Quelques jours plus tard, le malheureux Henri VI fut lui-même secrètement assassiné à la Tour de Londres. Édouard IV était déterminé à ne plus laisser en vie aucun prétendant à son trône. La guerre semblait terminée. Édouard d'York régnait en maître. La rose blanche d'York avait triomphé. Mais cette victoire, forgée dans le feu fratricide, laissa des traces de sang indélébile sur ses pétales. Le pardon accordé au traître Georges n'était qu'un répit temporaire. Et son jeune frère, le loyal et silencieux Richard de Gloucester, qui avait combattu aux côtés du roi, avait tout vu, tout appris et attendait son heure. L'heure la plus sombre pour la maison d'York était encore à venir. La mort d'Édouard IV en avril 1483 plongea l'Angleterre dans une incertitude alarmante. Le grand roi, vainqueur de la guerre des Deux Roses, avait disparu, ne laissant derrière lui ni une paix durable, mais les braises fumantes d'anciennes querelles et une nouvelle lutte de pouvoir, plus dangereuse encore. Son héritier était son fils, Édouard V, âgé de 12 ans, un garçon entouré par les Woodville, la famille ambitieuse et insatiable de sa mère. Dans ce vide politique, où le moindre faux pas pouvait lui être fatal, surgit celui qui allait devenir le dernier roi du Moyen-Âge anglais et l'un des monarques les plus controversés de l'histoire. Richard, duc de Gloucester, le frère cadet du défunt roi. Tout au long de sa vie, Richard fut un modèle de loyauté. Il était l'ombre d'Édouard, son commandant le plus compétent, son vice-roi de confiance dans le Nord. Sévère, pieux, versé dans l'art de la guerre et du gouvernement, il semblait le protecteur idéal pour son jeune neveu. Conformément au testament de son frère, il fut nommé Lord protecteur du royaume jusqu'à la majorité d'Édouard V. Mais aux yeux des Woodville, il représentait la plus grande menace pour leur influence. Ils tentèrent d'agir les premiers, cherchant à couronner le jeune garçon au plus vite et à destituer son oncle. Ils sous-estimèrent Richard. Agissant avec une rapidité fulgurante et une détermination implacable, Gloucester lança une attaque préventive. Il intercepta le cortège du jeune roi en route pour Londres, arrêta ses principaux tuteurs du clan Woodville, dont le comte Rivers, et plaça son neveu sous sa protection personnelle. Londres, exaspéré par la cupidité de la reine et de sa famille, l'accueillit en sauveur. Richard entra dans la capitale non en usurpateur, mais en défenseur de la loi et de l'ordre. Le jeune Édouard V fut logé à la Tour de Londres, qui, à cette époque, servait davantage de résidence royale et de forteresse que de prison, en vue du couronnement. Mais le doute s'était déjà installé en Angleterre. Bientôt, Richard persuada la reine-mère de lui confier son second fils, Richard, duc d'York, âgé de 9 ans, officiellement pour qu'il tienne compagnie à son frère. Les portes de la tour se refermèrent sur les deux princes. On ne les revit jamais vivants. Ce qui suivit fut un tournant. Richard et ses partisans lancèrent une campagne visant non seulement à défendre, mais aussi à s'emparer de la couronne. Une annonce choquante fut faite lors de sermons publics et au Parlement. Le mariage du défunt roi Édouard IV avec Élisabeth Woodville avait été illégal, ayant eu lieu alors qu'Édouard était déjà fiancé à une autre femme. Cela signifiait que tous ses enfants, y compris les deux princes emprisonnés à la tour, étaient illégitimes et n'avaient aucun droit au trône. Richard lui-même demeurait le seul héritier légitime de la maison d'York. Sous la contrainte ou par la persuasion, le Parlement accepta ses arguments.
Le 26 juin 1483, Richard de Gloucester fut proclamé roi Richard III. La couronne qu'il était censé protéger pour son neveu finit par reposer sur sa propre tête. Mais cette couronne était lourde et son éclat était terni par le mystère le plus glaçant de l'époque. Qu'était-il advenu des princes disparus? Des rumeurs se répandirent à travers le pays comme un brouillard toxique. On disait qu'ils avaient été étouffés sous des oreillers sur ordre de leur oncle. Il n'y avait aucune preuve, mais aucune réfutation non plus. Le silence de la tour était assourdissant. Ce secret devint une plaie incurable pour son règne, source de conspiration et de rébellion incessantes. Richard III, en tant que roi, était bien loin du monstre que Shakespeare dépeignit plus tard. C'était un souverain énergique et juste. Son unique parlement vota de nombreuses lois protégeant le peuple des abus des riches. Il réforma le système judiciaire, encouragea le commerce et manifesta un véritable souci de justice. Il fut le dernier roi d'Angleterre à régner sur le Nord et à comprendre ses besoins. Mais tous ses actes de bonté furent occultés par des rumeurs d'enfants assassinés. Même ses plus proches alliés commencèrent à le trahir. Le duc de Buckingham, qui l'avait aidé à accéder au trône, mena une rébellion brutalement réprimée. Mais une nouvelle menace, bien plus sérieuse, se profilait à l'horizon, venue d'outre-Manche. Henri Tudor, un lointain parent des Lancastre dont les droits au trône étaient contestés, devint le symbole de la ralliement de tous ceux qui étaient mécontents de Richard. Il représentait le dernier espoir de l'opposition. En août 1485, Henri Tudor débarqua au pays de Galles. Richard, sans hésiter, rassembla une armée et marcha à sa rencontre. Les deux armées s'affrontèrent à Bosworth. Richard était un commandant expérimenté et son armée était plus nombreuse. Mais la trahison était monnaie courante dans ses rangs. La puissante famille Stanley, dont les forces auraient pu décider de l'issue de la bataille, adopta une attitude attentiste. Au cœur de la bataille, alors que la victoire n'était pas encore acquise, Richard aperçut au loin la bannière d'Henri Tudor, entourée d'un simple détachement de gardes du corps. À cet instant précis, le dernier roi guerrier du Moyen-Âge prit une décision qui allait sceller son destin et celui de l'Angleterre. Au lieu de battre en retraite et de se regrouper, il fit comme ses ancêtres Plantagenet. Il lança une charge désespérée, presque suicidaire, directement sur l'ennemi. Criant « Trahison !», il chargea tête baissée dans les lignes ennemies, cherchant à mettre fin à la guerre d'un seul coup. Il combattit comme un lion, abattant de ses propres mains le porte-étendard de Tudor. Un instant, un miracle sembla possible, mais c'est à cet instant précis que Lord Stanley prit sa décision. Ses chevaliers frappèrent le roi attaquant sur le flanc. L'armée royale fut balayée, le cheval de Richard fut tué, mais il continua le combat à pied, encerclé par ses ennemis, sa couronne arrachée de son casque et perdue dans la boue. Il refusa de fuir. Il était roi et il mourait en roi. Le dernier monarque de la dynastie Plantagenet, qui avait régné sur l'Angleterre pendant plus de 3 siècles, mourut à Bosworth en combattant pour son trône. Son court règne de 2 ans s'achevait. La guerre des 2 roses était terminée. Le Moyen-Âge en Angleterre s'effaçait peu à peu. Une nouvelle ère se profilait, l'ère Tudor, bâtie sur les fondations posées par le dernier roi, dont le nom serait à jamais synonyme de tyrannie, mais dont l'histoire est la tragédie d'un homme qui peut-être convoitait trop la couronne et la paya de sa vie et de son âme. Lorsque le brouillard se lève sur Bosworth Field, il emporte avec lui toute une époque, 1485. La bataille qui mit fin à la guerre des 2 roses
marqua le dernier épisode sanglant d'un chapitre long et tumultueux de l'histoire anglaise. Le Moyen-Âge, avec ses tournois de joutes, ses prières murmurées dans les monastères et les gémissements des paysans, s'estompait peu à peu. Mais il ne disparut pas sans laisser de traces. Il laissa un héritage gravé dans la pierre, inscrit dans les mots et incarné dans une idée politique unique. Cet héritage est le fondement sur lequel l'Angleterre moderne sera bâtie. Ce qui frappe d'emblée, ce sont les pierres. Elles dominent encore le paysage anglais, témoin silencieux des siècles passés. Les châteaux. De la tour de Londres, symbole sinistre de la conquête normande et du pouvoir royal, aux imposantes murailles du château de Warwick ou à la beauté sauvage de Caernarfon, au pays de Galles. À l'origine, ils étaient des points de pierre, imposant la volonté des souverains étrangers. Instruments de peur et de contrôle, leurs gardiens dominaient les huttes de bois des peuples conquis. Mais avec le temps, ils se sont transformés. Ils sont devenus des centres de commandement, des symboles du pouvoir aristocratique et, finalement, une composante de l'identité anglaise. Leurs murs froids ont absorbé des récits de sièges et de trahisons, d'intrigues royales et de bravoures chevaleresques. Aujourd'hui, ils sont des cicatrices sur la terre, témoins de la cruauté et de l'ambition qui ont forgé la nation. Mais si les châteaux étaient tournés vers la terre, les cathédrales s'élevaient vers le ciel. Canterbury, York, Salisbury, Lincoln, elles étaient bien plus que de simples lieux de culte. Elles étaient des symphonies de pierre et de verre, des hymnes à la foi et à l'ingéniosité humaine. Leur construction s'est étalée sur des siècles, unissant les efforts de milliers de personnes, des tailleurs de pierre anonymes aux architectes de génie. Leurs arcs brisés et leurs voûtes ajourées, défiant les lois de la gravité, étaient des merveilles d'ingénierie de leur époque, et leurs vitraux, brillant dans la pénombre, étaient une Bible pour les illettrés, contant des histoires sacrées dans le langage de la lumière et des couleurs. Ces cathédrales étaient le cœur de l'Angleterre médiévale, des lieux où la naissance, le mariage et la mort acquéraient leur sens le plus profond. Elles sont l'incarnation physique d'une foi qui a façonné la vision du monde de chaque personne, du roi au plus humble laboureur. Le second héritage, ce sont les mots. Si les pierres sont le corps d'une époque, les mots en sont l'âme. L'anglais lui-même est né du creuset du Moyen-Âge. À sa base se trouve l'anglo-saxon, rude et puissant. Au-dessus, l'élégant et autoritaire français normand, langue des tribunaux et du droit. Le tout est imprégné de latin, langue de l'Église et du savoir. Au fil des siècles, ces trois courants ont fusionné, créant une langue nouvelle, d'une remarquable souplesse et d'une grande richesse. Une langue qui permettait de donner des ordres sur le champ de bataille, de mener des transactions commerciales et de composer de la poésie. C'est dans cette langue que fut rédigé le plus grand document de l'époque, la Magna Carta. Signée sous la pression des barons en 1215, elle n'était pas une déclaration des droits de l'homme au sens moderne du terme. Il s'agissait d'un accord féodal destiné à limiter le despotisme du roi Jean. Mais parmi ces clauses, notamment celles relatives aux droits de pêche et à l'héritage, se trouvait le germe de la Révolution, l'idée que même le roi était soumis à la loi. L'encre sur parchemin se révéla plus durable que le pouvoir royal. Cette idée, d'abord fragile et contestée, s'enracina profondément dans la vie politique anglaise, devenant la pierre angulaire des libertés futures. Puis cette nouvelle langue trouva sa voie dans l'œuvre de Geoffrey Chaucer. Ces contes de Canterbury sont bien plus qu'un simple recueil d'histoires.
ils offrent un portrait vivant et vibrant de toute l'Angleterre médiévale. Dans la foule hétéroclite de ces pèlerins, on retrouve tous les personnages, le noble chevalier et le meunier fripon, la sainte abbesse et le tisserand rusé de Bath. Chaucer démontra que la langue anglaise était capable de produire une grande littérature. Il sut saisir la musicalité du parler vernaculaire, son humour, sa sagesse et sa rudesse. Il donna la parole à une nation qui commençait tout juste à se comprendre. Enfin, le troisième héritage, peut-être le plus singulier, est le Parlement. Cette institution n'a été créée selon aucun plan préétabli. Elle est née presque par hasard des besoins de la royauté et de l'obstination des barons. Tout a commencé avec le Grand Conseil, auquel le roi convoquait ses principaux vassaux. Mais lorsque les monarques, notamment Édouard Ier, eurent besoin de sommes colossales pour financer des guerres sans fin, ils furent contraints d'élargir le cercle de ceux à qui ils pouvaient s'adresser. Ils commencèrent à inviter des représentants des comtés, les chevaliers, et des représentants des villes, les riches bourgeois. Ils se rendirent à Westminster, non pour la démocratie, mais pour approuver de nouveaux impôts. Cependant, une fois réunis, leurs discussions dépassèrent le simple cadre de l'argent. Ils présentèrent des pétitions, se plaignirent des fonctionnaires royaux et proposèrent des lois. Ainsi, deux chambres émergèrent progressivement. La Chambre des Lords, représentant la noblesse et le clergé, et la Chambre des communes, représentant les terres et les villes. Le droit de la bourse devint crucial. Le roi ne pouvait recevoir d'argent sans l'accord du Parlement. Ce dernier devint ainsi non plus un simple organe consultatif, mais une véritable force politique. Tandis que les monarques de toute l'Europe aspiraient au pouvoir absolu, en Angleterre, les fondements d'un gouvernement représentatif et limité étaient posés. Ce fut un processus lent, difficile et souvent sanglant, mais il a façonné la voie de développement unique du pays. Pierres, mots et parlements, châteaux et cathédrales monumentaux, symboles de la nation. Une langue riche et puissante, source d'une littérature et d'idées juridiques exceptionnelles. Et une institution politique unique, fondement des gouvernements futurs. Tel est l'héritage du Moyen-Âge anglais. L'époque des chevaliers et des saints, des guerres brutales et des hauts faits n'est pas tombée dans l'oubli. Elle perdure dans les vestiges des remparts anciens, dans la sonorité de la langue anglaise et au cœur même de la démocratie britannique. Le Moyen-Âge n'est pas mort. Il renaît sous les traits de l'Angleterre.